L'innovation, en tout cas l'innovation technique, doit être au service de quelque chose derrière. C'est pas une fin en soi. Si c'est une fin en soi, c'est tu prends le problème à l'envers, et là tu risques de te casser la figure. Par contre, si c'est un moyen d'arriver, ça peut être un moyen hyper pertinent d'arriver à des choses. On voit notamment avec la GNI, etc. Ça peut être des moyens d'arriver à quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Eric Etroy. Eric, merci d'être là. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir du coup. Et tu es du coup Head of Design chez AXA France. Et du coup, c'est un grand plaisir de t'avoir et que tu nous présentes et que tu nous expliques tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais maintenant. Du coup, pour nos auditeurs et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir, surtout après ces beaux invités dans ce lieu. Du coup, pour répondre à ta question, alors moi je suis Eric Etroy, comme tu as dit, je suis Head of Design chez AXA France. Et avant ça, je peux te parler un peu de mon parcours si ça te dit. Avec plaisir. J'aime bien dire qu'en fait j'ai eu 4 grandes périodes. Je ne compare pas du tout à Picasso, pas du tout, parce qu'en plus il n'y en avait pas 4. Mais ma première période, c'est que j'ai commencé en agence. Donc on remonte à un temps un peu ancien, mais c'était plus sur des aspects plus web design, comme on disait à l'époque. Et ensuite j'ai travaillé plutôt en ESN, donc j'ai fait beaucoup de telco notamment à l'époque. Donc là c'est plus le moment où j'ai commencé à appréhender le métier du UX designer, avec plein de typologies de métiers différents, ergo designer par exemple. Oui, SFR, j'ai vu. Et exactement, Orange aussi, je suis beaucoup passé chez Orange, dans pas mal de missions très intéressantes. Ensuite, je suis parti plus en cabinet de conseil, donc plutôt sur des aspects un peu strat, transformation, donc IBM et EY. Et enfin, récemment, depuis quelques années, j'ai plutôt posé mes valises côté annonceur. Donc d'abord avec Believe, qui était une start-up dans le monde de la musique, distribution numérique, et depuis un peu plus de 2 ans chez AXA France. Voilà, en très court. Très chouette. Et pourquoi du coup ce passage à un corporate et du coup pourquoi AXA Voilà, c'est le domaine de l'assurantiel, c'est un domaine particulier, plutôt fermé, peut-être un peu moins créatif, peut-être un peu moins sans frontières que sur le design que d'autres secteurs. Donc ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as fait ce choix-là. Alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant, en fait pas tellement. Okay. Je vais venir. Pourquoi le passage côté annonceur ? Parce que simplement, alors j'ai passé de très bonnes années dans toutes mes anciennes expériences. J'étais très content de changer de sujet, de switcher, d'être dans le conseil. Mais j'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière, moins côté prestataire, on va dire, ou en tout cas externe, et plus de voir en interne comment on pouvait amorcer des sujets autour du design, de la transformation. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, ce qui est pas toujours évident, mais quand j'ai eu l'opportunité, j'ai voulu voir un peu cette facette, tout simplement. Et pourquoi AXA ? Tout simplement parce qu'en fait, ce qui m'a plu chez AXA, alors je connaissais très mal le monde de l'assurance. Je connaissais très mal AXA parce que aussi c'est une entreprise énorme avec beaucoup de produits différents. C'est tout simplement parce qu'en fait, on m'a plus parlé d'un sujet de transformation. Et c'est vraiment ça qui m'a donné vraiment envie de voir justement, c'était pas seulement de manager une équipe, mais le mandat était beaucoup autour de, on est à un point, comment on crante, comment on avance, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, etc. Donc ça, c'était le premier point. Et après, le point commun à AXA ainsi qu'à toutes les entreprises, c'est que après, c'est de l'humain, c'est des rencontres. J'ai bien fité avec les gens que j'ai rencontrés en entretien, comme Gwenaël Fourré, qui était justement le Chief Digital Officer, qui est parti sur un autre poste maintenant, mais voilà, j'ai senti qu'il y avait des atomes crochus, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc l'humain est quand même très central aussi dans cette décision. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mandat de transformation ? C'est
quoi, voilà, ton objectif et l'objectif peut-être du coup d'AXA France, voilà, au travers de recrutement de responsables dans le domaine du digital comme toi. Ouais. Alors le mandat, je sais pas si le terme, je l'utilise, hein, mais je sais pas si le terme il est parfait parce que ça implique quelque chose un peu rigide, alors qu'en fait c'est hyper évolutif. Donc moi tout ça c'est lors de mes premiers mois où j'ai commencé, je me suis appliqué les bons principes de design, d'observation, de compréhension un petit peu et de problématisation où j'ai fait un peu un état des lieux, un rapport d'étonnement où j'ai essayé de voir comment on pouvait faire évoluer. Donc le mandat il est assez simple, c'est comment le design peut aider AXA à se transformer, à être à plein de niveaux différents, à être plus user-centrique, plus orienté client, peut-être améliorer aussi les process de delivery, comment on peut injecter du discovery, comment on peut aider tout simplement la boîte à être la plus pertinente possible, à la fois en interne dans notre façon de travailler, et puis évidemment dans ce qu'on délivre pour nos clients au final. Ok. Donc c'est un mandat très large. Ouais. C'est un mandat très large et qui peut prendre plein d'aspects différents. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure, mais à la fois en termes de culture, mais également en termes de process, d'outils, de recrutement. Enfin, c'est extrêmement large, extrêmement passionnant. Ok. Et là-dessus, j'imagine, t'es pas tout seul. C'est quoi l'environnement écosystémique avec lesquels tu travailles, tu collabores, et où se place un peu le design justement chez AXA? Je trouve ça intéressant pour repérer un peu la culture d'un client et d'une société. Est-ce que vous êtes plutôt côté métier? Est-ce que vous êtes au sein des équipes produits? Est-ce que c'est autonome? Est-ce que vous êtes plutôt côté DSI, tech? Alors on a un positionnement plutôt transversal, mais avec un double rattachement. C'est-à-dire que pour simplifier un peu, pour décrire du mieux possible, nous on est dans une digital factory. Dont le mandat est, on reprend le mot mandat, mais c'est de traiter tous les sujets digitaux pour AXA France, de la strat au delivery. Donc c'est très large. Mais dans cette Digital Factory, on va trouver l'innovation, la stratégie, la performance, le design, et après la partie qu'on appelle les assets, c'est-à-dire AXA.fr, l'application mobile et l'espace client. Ainsi que la téléphonie, l'éditique, le document management et le CRM. J'espère que je n'oublie pas. Et du coup, ça c'est notre, on va dire notre terrain de jeu principal. Mais enfin, c'est nos camarades de classe, même si j'ose dire. Mais en fait, nous on joue avec finalement de façon transversale avec toutes les expertises et toutes les typologies de métiers. Cette Digital Factory, pour donner un élément complémentaire, elle est à la fois rattachée à la DT2, ce qui est la direction de la transfo et de la tech, chez Christophe Vermont, et la direction client, marketing et marque chez Alice Holzman. Donc en fait, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un point de vue qui est à la fois, on va dire, très tech, et qui a vraiment de la tech dans son ADN. Transfo évidemment, accélération digitale, marque, client et business du coup. Business aussi, et évidemment forcément transfo humaine aussi. Et au service de métiers, de différents métiers, par exemple de différentes typologies, parce qu'on peut travailler sur des aspects B2B, B2C. Donc B2C comme je l'ai décrit tout à l'heure autour de forcément de l'app, de l'espace client et d'AXA.fr, mais B2B en fait qui est la phase peut-être des fois un peu plus immergée de l'iceberg, c'est tous les outils que peuvent utiliser nos distributeurs, tous les applicatifs qui peuvent aller des parcours de souscription jusqu'à Salesforce, en passant par évidemment des sujets de téléphonie ou autres, etc. Donc voilà, donc un champ d'action qui est extrêmement large, avec plein de cultures différentes, avec plein d'enjeux différents et plein de timelines différentes aussi. Et du coup, la place du design, toi, comment t'animes le collectif? Peut-être que tu vas nous parler un peu des équipes, comment vous êtes structurés, mais est-ce que vous intervenez sur des points justement de spécialisation où on a besoin de spécialistes très pointus, où vous accompagnez le flux design de bout en bout? Si oui, tu parlais de discovery, vous démarrez dès la discovery, dès la recherche du besoin, la qualification du besoin utilisateur. Est-ce que vous allez jusqu'au delivery, jusqu'à l'amélioration continue? Est-ce que Digital Factory va jusqu'à l'industrialisation des produits Alors, ça c'était plein de questions dans ta question. Désolé. Mais pour faire simple, alors déjà premier truc qu'il faut quand même avoir en tête, qui est hyper important, c'est qu'en fait tout ça c'est en mouvement.
Ouais, ça bouge beaucoup. Là, on a beau dire qu'on est dans un gros paquebot, c'est un gros paquebot qui bouge et qui bouge assez vite en ce moment parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer sous l'impulsion du plan strat, de Guillaume Bory, notre DG, notre DG. Voilà, notre grand Manitou, ainsi que les membres du COMEX. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc à l'heure actuelle, on est un peu entre deux. C'est-à-dire que tous les designers sont implémentés dans toutes les équipes projet. C'est une volonté il y a quelques années qu'ils soient absolument partout. Ils sont dans un rôle d'accompagnement des équipes projet, des squads, que ce soit sur la phase de user research, d'accompagnement, de prototypage, de test, etc. Mais on essaye de faire bouger un peu les lignes. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment autour de l'efficience, de comment on améliore notre TTM, notre delivery, etc. De repenser un peu le rôle du design dans une équipe peut-être plus globale, plus produit, etc. Alors c'est pas des choses qui sont très tangibles à l'heure actuelle, mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, on travaille, et je pense que on a cette volonté de passer peut-être d'un design qui était très UX, UI jusqu'à présent à un design qui est plus produit, avec un rôle du designer de manière plus transversale, plus accompagnant du début jusqu'à la fin, revenir un peu en amont, booster un peu la partie discovery, comprendre un peu mieux les enjeux qui peuvent être autour du business, avoir des dénominateurs communs. Mais c'est pas que notre rôle, c'est aussi le rôle et l'enjeu de l'entreprise de pouvoir avoir ce mindset un peu plus design, user-centrique. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, de faire monter en compétences différents types d'équipes, justement sur une façon de travailler peut-être plus en accord, j'ai envie de dire, et peut-être moins linéaire que ce qui peut être le cas de temps en temps. Mais c'est très variable selon une squad à l'autre, donc je veux pas faire des généralités. Ça dépend énormément, puisque toutes les squads ont un peu l'ownership de comment ils veulent dérouler les sujets. Et donc voilà, il y a peut-être un enjeu derrière d'alignement ou pas, c'est des choses qu'on étudie et qu'on va découvrir, j'imagine, au fur et à mesure. Et comment tu distribues et à quel niveau est-ce que vous appliquez une démarche, une méthode que vous avez scientifisée chez vous, qui est un peu votre démarche, ou est-ce que vous adaptez, parce que tu évoquais, il y a un panel de produits assez diversifié, donc j'imagine un niveau de maturité, voire de complexité technique qui est assez différente derrière. J'imagine que on fait du parcours de souscription sur AXA.fr, c'est pas le même game entre guillemets que bosser sur un produit de téléphonie pour les agents, etc. Est-ce que tu peux peut-être Tout à fait. Et déjà, en plus, entre les aspects B2C, B2B, c'est pas du tout les mêmes attentes, etc. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas pour être très franc pour l'instant, il n'y a pas un process unifié universel. Et c'est une volonté, je sais pas. Je suis pas dogmatique. Pas de religion. J'ai pas de religion. Je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. Mais moi, je suis plutôt attaché à des aspects beaucoup autour de la collaboration, de la fluidité et encore une fois de l'ownership des équipes et qu'ils puissent prendre le sujet comme ils le sentent. Alors, il y a de l'agile sur la partie delivery, etc. D'une équipe à l'autre, encore une fois, ça peut être variable, B2C, B2B, etc. Après, sur la partie le flux global, discovery, delivery, etc., c'est des choses, à mon avis, qui sont encore un peu à tester, à travailler. Je suis pas opposé du tout à l'idée, c'est pas à moi de décider évidemment, mais c'est aux équipes de pouvoir porter ces sujets-là. Donc, est-ce qu'il y a un truc universel? À l'heure actuelle, pas forcément. Est-ce qu'on a la volonté d'en faire un? Je ne sais pas. Je fais une non-réponse, mais pourquoi pas? Après, moi, encore une fois, ma conviction, c'est que on a un sujet de culture déjà à craquer, d'acculturation. Moi, je m'appuie beaucoup sur le design thinking, parce que c'est ma volonté de l'appuyer beaucoup. Donc là, on fait beaucoup de formations. Même dans l'équipe, c'est prévu qu'on la fasse. Non pas que les gens ne connaissent pas dans mon équipe, évidemment, mais on veut faire du design thinking by AXA, le brander. Enfin, on a avancé sur ce sujet-là aussi, on l'a. Mais qu'en fait, on ait des dénominateurs communs, un langage commun et une vision commune de comment amorcer. Et en fait, pourquoi j'aime bien le design thinking, c'est qu'en fait, je préfère parler de framework que réellement d'une méthode ou d'une approche. Et c'est à chacun de se saisir à chaque étape, entre guillemets, de pouvoir choisir les outils les plus pertinents, etc. Donc là, on a une démarche qui est super intéressante. On est en train de former le conseil interne sur justement cette approche. Eux, ils ont des scopes d'action extrêmement larges et en fait très
aussi large que tous les projets qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise, qui peuvent être des projets de process, qui peuvent être des projets digitaux, qui peuvent être vraiment très variés. Et donc, on teste ça pour voir, et pour l'instant, ça a l'air de marcher, l'universalité, ouais, ça se dit, en tout cas, de l'approche design thinking dans ces choses-là. Et après, je pense que chaque équipe aura un peu les cartes pour avancer de la manière qu'elle veut. En tout cas, sur une partie discovery et le lien qu'il peut y avoir sur la partie delivery, où là, on va plus rentrer dans des champs agiles. Ok. Pour un product designer qui nous écoute, qui aimerait intervenir en corpo, dans un mandat de transfo comme tu l'évoquais, toi, qu'est-ce que tu attends de ces personnes-là? Voilà, qu'est-ce qu'est, j'aime pas trop la question, mais qu'est-ce qu'un bon product designer? Quelque part, si on peut en faire un peu une carte d'identité, voilà, qu'est-ce que tu vas rechercher et quelles sont les recettes où tu vois que ça fonctionne et que la mayonnaise prend quelque part. Alors bonjour ami product designer, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Sens-toi libre de me contacter quand tu veux. Un bon product designer, j'ai pas envie de paraphraser le sketch des inconnus, mais non, un bon product designer, blague à part, moi je suis assez attaché à l'aspect généraliste. J'aime bien dire que le product designer ou même le designer, en fait, de façon très large, c'est un peu comme un médecin généraliste. Il sait s'appuyer sur des expertises, mais il connaît bien un peu toute la chaîne du truc. Voilà, enfin, pour le truc. En tout cas, il a une conscience un peu globale. Je trouve qu'on a perdu un peu l'aspect systémique ou holistique du design, en fait. Maintenant, on dit, mais en fait, normalement, c'est censé être inné dans cette approche, dans l'approche produit également. Donc, j'aime bien appuyer dessus en disant, l'idée, c'est de comprendre l'écosystème. C'est ça qui est aussi hyper intéressant dans notre secteur, c'est qu'en fait, l'écosystème, il est extrêmement riche. Dans le bon sens du terme. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de produits, il y a plein de types de distributeurs, il y a plein de personnes, il y a plein d'expertises. Donc, il y a vraiment, faut avoir cette soif un peu de découvrir et de s'intéresser, de comprendre les rouages, comment tout ça s'articule. Donc, ça, c'est un aspect. Évidemment, je vois vraiment le designer comme quelqu'un ayant, s'il a cet aspect généraliste, un tronc, une majeure. Un peu comme un arbre, il a un tronc, il a des ramifications. Il a cette curiosité, mais il a quand même une dominante, un truc dans lequel il est peut-être un peu plus à l'aise. Après, sur le product design, je pense que l'important, un élément qui est très fédérateur, c'est aussi de la compréhension du business. Le but, c'est pas forcément d'en faire des business analysts ou des pros du business, mais qu'ils puissent avoir des échanges de très fluides avec le métier, avec le PM, avec le BO, comprendre en fait tout ça, comment ça s'articule et comment ils peuvent aider, interagir, aider en fait. Je vois vraiment, moi je suis très passionné de communication, c'est un peu mon background aussi universitaire, mais je trouve qu'on est vraiment dans un rôle de soft skills beaucoup autour de la communication, de la conviction, de l'écoute, de l'empathie, on en parle souvent aussi, mais aussi de porter un peu ce sujet de conviction et d'échanger, d'interagir avec toutes ces parties prenantes. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important, c'est fédérateur. Et après, je rajoute aussi évidemment des aspects techniques, prise de hauteur. Moi, j'aime bien penser que le digital, c'est un moyen, qu'on doit comprendre quelle est la finalité, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre comme problème, comment on s'adresse à l'humain et pourquoi le digital intervient à un moment, ou n'intervient pas, ou intervient partiellement. Donc voilà, cette prise de hauteur, cette analyse un peu systémique, je trouve qu'elle est assez centrale. Une question que j'aime bien poser dans le cadre de Product Leader Stories, parce que on est plutôt orienté sur les pratiques produits au sein des corporates. T'es chez un fleuron français qui est leader quand même dans son secteur, où il y a énormément de flux, beaucoup d'impact auprès de beaucoup de users. Comment on reste leader? Est-ce que c'est un sujet chez vous? Comment vous l'appréhendez? Justement, quand vous travaillez des produits digitaux, il y a une approche sûrement test and learn et itérative, mais peut-être moins le droit à l'erreur aussi, parce que tout de suite, on a un impact assez majeur sur les sujets. Alors pareil, ça va être difficile de répondre très simplement, donc je te propose une réponse en 3 grandes parties, 4 sous-parties, et j'ai encore une demi-heure. Ouais, c'est voilà, exactement. Alors, il y a pas mal de façons de faire. Je peux pas toutes te les détailler, mais évidemment, en fait, déjà, en fait, d'un point de vue culturel,
Je trouve que AXA est une boîte saine dans le sens où on n'a pas, enfin, je ressens pas en interne le melon, se dire, ah, on a les leaders, on roule les mécaniques, etc. Ou de la pression. Ou de la pression. La pression, c'est la pression de bien délivrer. Oui. On veut bien faire les choses. Des fois, on veut peut-être trop bien faire, et on va dans l'archi-détail, etc. Okay. Mais du coup, je trouve que, tu vois, ce côté-là, il y a beaucoup d'humilité. Vraiment. En fait, c'est quelque chose aussi qui m'a surpris, mais agréablement. Il y a beaucoup d'humilité chez AXA et dans les équipes. C'est vraiment pas du tout une boîte qui se la pète. Et c'est dans les valeurs, ouais. Sous-jacente, il n'y a pas un papier qui dit quand tu rentres, tu signes la charte de ton sang, tu dois être humble, etc. Mais c'est quelque chose très sain. Voilà, très sain. Après, dans nos démarches, je vais te prendre un sujet assez classique, mais on a beaucoup de KPI. On mesure plein de trucs. Dans le monde de l'assurance, on mesure plein de trucs. On a un enjeu de réussir peut-être à moins mesurer, ou en tout cas de réussir à tout mettre au même endroit, que ce soit plus consultable, la data plus partagée, etc. C'est aussi un grand enjeu. Mais il y a beaucoup de choses. Et tu vois, par exemple, on a fait une refonte de notre homepage. On sait que notre homepage, c'est quand même énormément de visites, de millions de visiteurs même, que c'est un levier commercial hyper important. Donc on a fait la refonte, on s'est quand même un peu nous-mêmes mis la pression, mais très sainement en disant faut pas qu'on pète tout. Cette performance de la homepage, c'est pas qu'on la pète. Donc on a pris ça en compte dans nos impératifs, dans notre expression de besoin, notre cahier des charges. Ça nous a pas empêché d'aller challenger plein de choses, mais on avait quand même un KPI qui disait là on va le surveiller. Donc on a fait, on a avancé, on a validé, on a verrouillé certains trucs, on a challengé d'autres. Et puis quand on l'a mis en ligne, on a surveillé qu'on ne dégradait pas la performance. Voilà. Donc il y a quelque chose, mais encore une fois, c'est dans une démarche produit assez classique, assez saine aussi. De juste vérifier que ton produit il performe bien à la fin. Enfin, à la fin, s'il y a une fin, encore une fois. Mais qu'en tout cas, ton produit performe correctement, parce qu'il y a un enjeu derrière. Encore une fois, on n'est pas une association, on est une entreprise qui doit générer du profit. Et donc, faut pas casser et dénigrer ces choses-là. Et de même façon, quand on crée ou qu'on met à jour des produits, des outils qu'utilisent nos distributeurs, faut s'assurer que ils soient efficients. Donc, il y a beaucoup de tests. On est très attaché aussi à la qualité de service, on surveille, etc. Et on est prêt à réagir si besoin. Et toi qui disais que vous êtes dans un milieu qui est quand même assez normé, peut-être une petite dernière question un peu technique sur le sujet, c'est à quel point on peut innover dans le design. Je dis ça parce que je citerai personne, mais on a vu quand même des designs produits assez différenciants, qui réinventent un peu les codes du marché, qui ont perturbé des utilisateurs, qui ont été très critiqués, à raison, à tort. D'ailleurs, je mets pas forcément un avis là-dessus. Mais voilà, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Est-ce que il vaut mieux rester dans la norme et tenter des petits coups? Est-ce que ça vaut le coup sur un ou deux produits de se dire, allez, on disrupte Ça dépend de la vocation de ton produit. Pour reprendre l'exemple des distributeurs, quand tu fais du B2B, je pense que t'es pas du tout... Enfin, l'innovation peut être la bienvenue à partir du moment où elle génère de la valeur, et de la valeur qui va plus être business, évidemment. Dans le B2C, l'innovation, ça dépend encore une fois ce qu'on met derrière l'innovation. Ça pourrait être un débat que tu pourrais mener avec Cyril Magneto, notre VP Inno, mais l'innovation doit être au service de l'humain. Donc si c'est technique pour être technique, derrière qu'elle ne gère aucune valeur, sauf si c'est pour l'aura de l'entreprise, pas tellement d'intérêt. Par contre, si elle génère de la valeur, moi je trouve que c'est intéressant de le mettre. Moi j'ai tendance à être en général quand même assez prudent, testons, voyons s'il y a observons d'abord, etc. Mais l'innovation, en tout cas l'innovation technique, doit être au service de quelque chose derrière. C'est pas une fin en soi. Si c'est une fin en soi, c'est tu prends le problème à l'envers, et là tu risques de te casser la figure. Par contre, si c'est un moyen d'arriver, ça peut être un moyen hyper pertinent d'arriver à des choses. On voit notamment avec la GNI, etc. Ça peut être des moyens d'arriver à quelque chose. Donc, faut avoir un bon use case. Et encore, on va pas voilà, exactement. Mais là, je parle vraiment en termes juste très très classiques de frontal. Mais voyons les use cases et voyons comment ça après. Après, il y a aussi un sujet d'adoption. Moi, c'est un sujet que je trouve assez passionnant aussi autour du design d'adoption. Si du jour au lendemain, tu pètes ton service, tu fais quelque chose de complètement différent, mais t'as pas accompagné l'utilisateur à être prêt à ça,
bah, tu prends un risque quand même assez énorme de dégrader ton service, ou en tout cas de créer beaucoup de mécontentement, de façon classique, parce que faut. Donc j'aime bien penser un peu par étapes, progressivement. Tu parles de la prise en main, l'accompagnement des utilisateurs. Exactement. Tu vois, par exemple, ce dont parlait ici même, sur cette chaise, Lorenzo, côté RATP, sur Mobility as a Service, passer d'un fournisseur juste d'horaire, je schématise, hein, tu ne m'en voudras pas, Lorenzo, si je dis des bêtises, mais si tu passes d'une application qui te donne juste les horaires de ton prochain métro à quelque chose de très ambitieux, un service de déplacement qui va prendre en compte tous les services de déplacement, qui soient VTC, vélo, autres, etc., bah, tu dois accompagner ton utilisateur pour qu'il comprenne le lien et en quoi tu lui offres un bénéfice. Si du jour au lendemain, paf, tu changes de nom, tu changes de marque, tu changes tout, etc., c'est pas que t'as pas raison, c'est peut-être que le changement était trop brutal et comment tu peux faire adopter, tu sais, avec la fameuse courbe marketing, les désolateurs, les early adopters, etc., pour que ça soit. Et ça, souvent, malheureusement, dans le digital, même si le digital permet de faire ça, on le fait pas assez. Ouais, c'est un petit peu laissé de côté, ouais. On sort un nouveau truc Big Bang, ouais. Alors que là, nous, notamment, je parlais de la homepage, c'est un peu une approche qu'on essaie d'avoir. Alors, avec la complexité inhérente, des fois aussi, à un grand groupe comme le nôtre, mais on a fait une évolution un peu plus autour on va dire, de la charte, de l'ADA, etc. Qui était quand même assez importante, ça. Ouais, exactement. Et puis après, on va essayer de pousser d'autres trucs. On a déjà dans les cartons des idées, etc., mais on veut le faire progressivement parce que le but, c'est pas que les gens soient perdus, c'est qu'ils adhèrent de manière incrémentale, exactement, et de manière complètement intuitive à l'évolution. J'espère que Lorenzo prendra les conseils côté transport. Ils ont des challenges, c'est vrai. Du coup, une de mes dernières questions qui me paraît être importante, c'est est-ce que tu as une initiative à nous partager, voilà, dont tu es fier chez AXA ou dans ton passé, hein, plus global, mais bon, si c'est d'actualité, c'est encore mieux. Alors, c'est une initiative l'initiative à laquelle je pense, je suis fier d'y participer. Ah, c'est chouette. T'es pas tu la pilotes pas ou tu non. Non, j'y participe. En fait, on a une entité qui s'appelle AXAGO, Group Operations, et notamment une division qui est un peu plus sur la partie design, IA, etc. et tout. D'ailleurs, Karine, je fais du name dropping. Ouais, tu dis bonjour à tout le monde. Enfin, tag et tout ça. Et donc, qui est l'idée par Karine D'Ambrosio, en fait, qui est, je vais te dire de façon un peu vulgarisée, qui essaie de porter la transformation par le design dans les entités AXA dans le monde. Ah oui, ok, un mandat de transformation design, ah ouais, voilà. Chouette, ok. Et donc, il porte des sujets autour du design ops, autour de l'étude de la maturité du design dans les entités, et j'en passe. Et notamment autour de la culturation aussi. Et ils ont lancé un summit, un EX Summit qui regroupe toutes les entités où il y a des Rex, il y a des conférences inspirationnelles, soit en interne, soit avec des intervenants extérieurs, pour acculturer, porter ce sujet et, je vais pas dire revaloriser, mais en tout cas montrer la place du design chez AXA et faire évoluer les pratiques et la culture. Et donc, ça, c'est une initiative que je suis très content de faire partie parce que du coup, je fais partie des comités, ce genre de choses, mais qui montre que vraiment la démarche, en tout cas le design chez AXA, c'est quelque chose qui est en train de bouger favorablement, qui commence à prendre une place importante et la vision cible est super exaltante. Et du coup, c'est vachement vraiment hyper kiffant de faire partie de ce genre d'initiative, de voir que les choses bougent, qu'il y a des moyens qui sont mis à des niveaux, encore une fois, groupe, international, et qui vont sans doute provoquer beaucoup de choses très positives, ne serait-ce que d'échanges aussi entre les entités, entre le UK, la France, la Belgique, le Japon. C'est passionnant de voir, d'avoir ces échanges et de voir comment les choses bougent. Puis c'est la force d'un groupe international de aussi pouvoir s'inspirer de pratiques. Parce que moi, étant AXA France, mon terrain de jeu, mon périmètre, c'est AXA France. Donc c'est vrai que s'ouvrir et voir comment ça se passe ailleurs, c'est hyper enrichissant. Tiens, par rebond, une petite question là-dessus. Est-ce que tu penses, justement, toi qui es dans un périmètre très français, est-ce que au travers de ces initiatives-là, tu penses pouvoir t'inspirer de pratiques internationales dans le design, de codes du design qu'on n'aurait pas en France? Alors j'imagine qu'il y a du culturel là-dedans. Moi, je crois beaucoup au digital culturel et on le voit, le numérique est hyper culturel, hein, très différent sur les régions et pays. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, sûrement à aller chercher
d'ailleurs et qui serait implémentable. C'est ça peut-être la difficulté chez nous ou intéressante chez nous. C'est une super bonne question. Je manque de visibilité. Alors après, je vais faire aussi appel à mes expériences passées. Mais c'est toujours difficile. Pendant très longtemps, je regardais beaucoup ce qui se faisait à l'étranger, parce que j'ai l'impression qu'en France, on était un peu en retard. Et en fait, maintenant, ma vision a un peu changé. Je pense qu'on n'est pas tant en retard que ça. En fait, on dit souvent, moi le premier, que côté design en France, on a vraiment cette culture très graphique, très design graphique, qui est très liée à notre histoire. Et en fait, je trouve que pendant très longtemps, je vais pas dire que je l'ai dénigré, mais je l'ai un peu mis de côté, même si c'est de base quand je travaillais en agence, j'étais plus là-dessus. Mais je trouve que c'est hyper intéressant maintenant de se dire, faut le remettre sur le devant de la scène, parce que tu vois, on a peut-être un peu trop fonctionnalisé le design et que cette culture graphique, elle est hyper importante. Et je parle de ça parce qu'à contrario, dans les pays plus anglo-saxons, c'est plus ciné le design un peu plus global, mais peut-être un peu moins créatif. Donc, en fait, l'enjeu pour nous Français, c'est comment on sait s'inspirer sans renier notre passé à forte valeur ajoutée niveau graphique, artistique, et l'injecter dans des choses plus fonctionnelles. Comment on fait le juste milieu, où on est un peu dans un phénomène de balancier, où des fois on va à fond dans l'autre ou dans l'autre, etc. Comment on trouve le juste milieu. Donc pendant un moment, j'avais un peu cette vision de dire on était en retard, mais je pense que c'est parce qu'on n'aborde pas les choses différemment. On aborde les choses différemment, et on doit réussir à se nourrir de ce qui se fait dans les autres pays, pas forcément pour faire la même chose, mais pour se dire tiens, comment on peut faire avec notre ADN, et se nourrir et créer des spécificités. Tu regardes d'un point de vue, par exemple, au Japon, les interfaces au niveau Japon, là je parle d'un point de vue très graphique, bah c'est très surprenant pour nous Français, parce qu'on se dit mais waouh, j'arrive pas à naviguer. Pour eux, c'est hyper intuitif. Mais ils ont un travail iconographique incroyable. Exactement. Donc, je crois pas qu'il faille arriver dans l'uniformisation et on veut faire la même chose partout. Par contre, je pense qu'il y a des bonnes pratiques à venir piocher un peu partout. Et c'est plus là-dessus que j'essaie de me consacrer du temps, en fait, de dire pas forcément dans le résultat final, encore une fois, mais dans la démarche, dans l'approche. Et peut-être que là, justement, avec la GenAI, l'AI, on va voir peut-être des pays qui vont prendre se saisir un peu plus du truc avant les autres. Ça peut faire des retours d'expérience intéressants et pourquoi pas. Donc j'ai pas de réponse très claire à ta question. Tu m'en veux désolé, mais Et ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des petits éléments que tu viendrais aller chercher et auquel tu viendrais confronter une certaine réalité, sans se dénaturer, quoi, sans perdre la spécificité française du design. J'ai jamais réfléchi vraiment à ça, donc là je le dis, ça se trouve je regretterai de l'avoir dit dans 3 jours, mais je ne sais pas si on doit aller vers une universalité du design, ou de l'approche, oui, parce que c'est une approche qui est autour de l'humain, pleine de bon sens, j'ai envie de dire, pareil, pas péjorativement, mais qu'on devrait avoir de façon beaucoup plus innée. Mais globalement, inspirons-nous plus que copions-nous. Ce qui est un peu le travers qu'on peut avoir de temps en temps, mais même entre concurrents. Sympa, on garde ce sujet-là. Punchline. Yes. Du coup, peut-être ma question pour la fin, Eric, c'est si on se projette dans l'avenir, les tendances que tu vois sur le design, le product design, l'approche produit au global, ce dont tu as envie de nous parler, que tu vois. Voilà, ça m'intéresse d'avoir ton œil là-dessus, ton opinion. Eh ben, je vais pas parler d'IA. Yes. Non, j'ai cogité quand même avant qu'on se voit pour me dire je vais peut-être pas parler de ça parce que je pense que d'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi. Non, moi je pense qu'on va aller de plus en plus, alors produit et design. Moi je mets comme je t'ai dit, j'aime bien mettre les deux un peu dans le même panier. Pour moi, on va de plus en plus aller vers de la responsabilité, de la responsabilisation et comment on porte ce sujet, nous en tant qu'individus et en tant qu'experts, produits, digitaux, design, ça. Sur plusieurs aspects. Sur l'aspect environnemental, évidemment, avec la maîtrise de l'énergie, de l'empreinte carbone, avec des besoins de plus en plus de frugalité dans ce qu'on crée. Des fois même de débrancher des services, de enlever des fonctionnalités qui ne servent pas. Ou... Qui n'ont pas de sens, ouais. Exactement. Je pense aussi responsabilité au niveau sociétal. Alors on le voit avec l'accessibilité, mais même plus largement en fait avec la lutte contre l'électronisme, comment le digital, qui est forcément de prime abord quelque chose de clivant,
comment on lui donne du sens, comment on lui donne du sens pour mettre en relation des humains, comment cet outil, n'oublions pas, moi je le vois vraiment comme un outil, a un sens et un sens qui se veut tourner vers l'humain. Et donc je pense que nous, en étant vraiment dans le cœur du réacteur, en fait, on devra de plus en plus porter ses convictions et je veux dire jouer le jeu du politique, pas dans le sens politique comme on l'entend dans les boîtes, mais politique dans le sens participation à la vie de la société, bien sûr. à la vie de l'agora et sociétale et de débat, etc. Mais en tout cas sensibiliser. Donc nous, c'est quelque chose, notamment autour de l'éco-conception, qu'on essaie de prendre vraiment en avance de face, qu'on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'à amorcer, à actionner, c'est pas toujours très évident, malgré beaucoup de... Comment ? À valoriser. Bon, nous, j'ai de la chance de faire partie d'une entreprise qui le prend vraiment très très au sérieux, et notamment dans ces sujets de RSE, etc. Mais malgré tout, il faut qu'on puisse être connaître le sujet, connaître aussi du coup ce que ça implique, parce que ça implique énormément de choses. Et puis souvent, tu tires la ficelle, il y a toute la poste qui vient, l'écosystème dont on parlait, cette complexité. Mais comment du coup on doit on se doit de le faire. Je pense que notre rôle, on a un rôle essentiel. C'est notre devoir même de le faire. Ok, très chouette. Peut-être une question que j'ai jamais posée, mais que j'ai envie de te poser. Grande première. Grande première, mais qui m'intéresse, c'est est-ce que il y a une passion, un sujet personnel qui t'enrichit justement sur le plan professionnel, sur le plan du design, quel qu'il soit? C'est une bonne question. Pareil, je me suis jamais posée. Je fais pas de psychanalyse, hein, donc on est pas obligé. Mais... Genre une passion, quelque chose que je fais, ou un centre d'intérêt. Un centre d'intérêt, quel qu'il soit, et tu dis, bah tiens, ça m'aide aussi dans mon travail, ça vient en fait enrichir en aller-retour. Moi, j'adore m'intéresser au pourquoi du comment des choses. Comment les choses se sont créées, pardon. Et j'aime beaucoup les autobiographies. Ok. J'aime bien comprendre pour les personnalités. Alors, souvent, c'est pas des autobiographies parce que c'est des gens qui ils font des interviews et puis ils rédigent derrière. Donc ça, c'est moins intéressant. Mais quand les personnes jouent vraiment le jeu, ça peut être super intéressant. Et notamment, comme je suis assez passionné de musique, j'aime bien comprendre comment des chefs-d'œuvre de musique ont pu se créer. Quel était l'envers du décor? Est-ce que le groupe, par exemple, était en tension à ce moment-là, au contraste, qui était hyper cool? J'aime bien comprendre. Alors, ça peut être des biographies, autobiographies, ça peut être des reportages, ça peut être énormément de choses, qu'il y a énormément de matière. Donc, j'aime bien comprendre le sens, le comment et comment les choses sont arrivées. Et en fait, souvent, on constate qu'il y a une vision, mais qui peut être créée par des gens ou des communication ou des liens ou une vision seule de quelqu'un. Par exemple, Steve Jobs, il avait une vision, et puis des fois il a eu des visions où il s'est trompé, ça. Mais il y a souvent aussi beaucoup un momentum, un truc qui fait que c'est le moment, tu l'as senti, tu l'as fait. C'est pas juste l'idée, c'est la mise en œuvre de toute cette idée. Et dans le domaine de l'art, dans le domaine du design, dans le domaine de l'industrie, souvent c'est un alignement des planètes, c'est une expression que j'aime beaucoup, mais un alignement des planètes qui fait que bon, on se fait porter. Et c'est quelque chose que j'essaie d'un peu d'appliquer dans mon quotidien, en tout cas chez AXA. Je fonctionne beaucoup à l'opportunisme. Je sais que quand on est dans un gros paquebot, même si on a une idée qui est géniale, si c'est pas le moment de la réaliser, en fait, on va être à contre-courant, ça va pas marcher. Par contre, quand c'est le bon moment et qu'il y a un bon alignement des planètes, là, le paquebot, il peut dérouler, ça peut aller super vite et être hyper efficace. Tu vois, ça finit peut-être sur un bon learning en termes de change, que tout le monde soit prêt pour pousser un sujet. L'incitation à la patience, je le dis pareil, pas dans le sens péjoratif, mais une éloge à la lenteur. C'est un excellent livre que je vous conseille. Mais c'est un peu aussi une source de débat et de réflexion intéressante. Tu vois, on parle beaucoup d'accélération digitale, etc. Toujours aller plus vite. Ouais. Voilà, dans nos sociétés globalement, impact dans le monde des entreprises. Et c'est hyper intéressant de se dire, bah non, des fois il y a juste ce temps de pause. Un temps de pause, c'est là que les idées. On sait qu'en plus, d'un point de vue cognitif, c'est aussi le moment en fait où ton imagination prend le pli et c'est pas tout le temps en travaillant, mais en générant des moments d'ennui, presque j'ai envie de dire, ou de pause, comme avec les enfants, que les choses deviennent plus créatives et qu'on peut trouver des solutions, des idées, etc. Donc je trouve que voilà, faut réussir à gérer toute cette temporalité, c'est ça qui est passionnant dans les enjeux d'aujourd'hui. Pour finir sur un moment créatif, libre, c'est un peu du coup le moment radio libre. Est-ce que tu as un mot de la fin? Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, mais c'est moi qui te remercie. Et
Et merci, les questions étaient très intéressantes et puis un peu challenging de temps en temps. Ouais. Peut-être si des personnes veulent réagir ou te contacter. Passer par LinkedIn, ça suffira et je réponds à tout le monde. Des fois, je mets du temps, mais n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens. Ah ben, c'est chouette. Merci Eric encore. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!